Tu fais quoi? J'écris une lettre au mois de 14 ans. Ah, pour lui dire avec quelle femme incroyable tu vis, tu travailles... Non, pour lui dire que ça y est, enfin, on a un vrai sabre laser. T'es vraiment un gamin. Non, je suis un adulte avec les moyens. Nuance. C'est quoi la différence? La différence, c'est que maintenant, enfin, je peux me payer des trucs dont seulement on rêvait quand on était gamin. Dont un sabre laser. Parce que, à l'occasion de la ressortie en salle du meilleur épisode de la saga Star Wars épisode 3, ainsi que l'arrivée de la saison 2 de la meilleure série Star Disney Wars Andor, et en attendant la vidéo du 4 mai, May the Force, et à l'occasion également du Grand Prix de Formule 1 de Jeddah ce week-end, Jedi, oui, ce jour marque une vergence dans la force. On va parler aujourd'hui de l'invention la plus cool du cinéma, de l'histoire de l'humanité, le sabre laser. Oui, on est comme ça ici, donc abonnez-vous pour les nouveaux, on parle de trucs cool, de science, de cinéma, de Formule 1 et... Ouais, abonnez-vous. Et cliquez bien sur la cloche pour être bien sûr de recevoir la notification. Et bien entendu, naturellement, cette vidéo est en partenariat avec les spécialistes du sabre de très haute qualité, N-Sabers. Hello there. Bah, ils se sont trompés, c'est... Et non, chez N-Sabers, c'est des vrais bons, vous pouvez leur faire confiance. On est sur de la babiole ultra quali, vous pouvez y aller. Tu sais que t'es pas un Jedi, on va me voir. T'inquiète, je vais gérer ça en post-prod. Chaque détail des sabres N-Sabers est minutieusement reproduit, c'est carrément canon. Clairement, on n'est pas sur le niveau de finition tout plastoc de chez King Toys de ton petit cousin Mathéo. Non, c'est sûr que le jour où il voit ton sabre laser, tu le fais chez les directs. Et rien n'est plus beau pour un adulte mature que de faire pleurer son petit cousin. Parce que nous, on peut s'offrir ce genre de bijoux. Vous avez une qualité de finition absolument incroyable. Regardez-moi ça. Tellement que c'est livré avec des petits gants pour éviter de tout saloper avec vos doigts tout gras là. Bon, je dis petits gants, mais c'est parce qu'en fait j'ai des grandes mains. Bref. Déjà, vous sentez que le truc est vraiment lourd. Lourd, c'est plus fiable. S'il marche pas, on peut toujours assommer. On n'est pas sur du matériau de mécréant, Tout est en métal avec une belle grosse batterie de 2000 mAh pour pouvoir aller corriger un maximum d'insolents sans avoir besoin de leur charger. Tu sais que t'es toujours pas un Jedi. Tais-toi, tu dis des sottises. Mais surtout, avec cette version N-Saber NeoPixel, vous avez des dizaines de variantes de couleurs juste en pointant la lame vers le bas et en tournant. Donc non, ils se sont pas plantés. Hello there! Et non, je suis un méchant en fait, bim! Il y a tous les modèles des plus grands maîtres, des films et des jeux vidéo. Et il y a également celui de Kyle Katarn. J'ai passé des heures à hésiter entre les deux, mais vous emmerdez pas, prenez les deux directement. Parce que vous avez 7% de réduction, 7 comme le nombre de films exact de la meilleure saga de tous les temps, en vous connectant via le lien en description. Il y a également plein de sons différents. Ça réagit quand on bouge. Je vous laisse découvrir tout ça, il faudrait une vidéo entière pour faire le tour de toutes les options, mais c'est pas le but ici. Et bien entendu, vous pouvez l'utiliser en simple décor, il est livré également avec un très élégant support, avec ou sans la lame, vous pouvez l'enlever, c'est fixé avec des petites vis sur le côté. Mais oui, c'est pas une vraie arme en fait, sinon vous feriez un carnage, il faudrait un permis, il faudrait des tests psychologiques, signer des trucs, vous imaginez un petit peu le bordel? Ah bah non alors. Non, là vous vous emmerdez pas, la seule difficulté c'est de choisir celui qui vous plaît le plus. Merci encore à N-Sabers, 7%, lien en description, et nous on passe à la vidéo. Toujours pas un Jedi. Dans une précédente vidéo, on avait évoqué une invention complètement con du cinéma, inutilement complexe, absurde à l'usage et qui n'apportait strictement rien d'intéressant dans la réalité. Ici, c'est toujours complètement con, inutilement complexe, absurde à l'usage, mais totalement le truc le plus cool inventé de l'histoire. Et si vous trouvez pas ça cool, c'est qu'à un moment donné dans votre enfance, l'aigreur a pris possession de votre âme. Votre âme est noire, noire comme un petit phacochère. Ça veut rien dire, mais c'est ce que j'ai trouvé de plus... aigre. Pour ceux qui étaient là sur Twitch mercredi, parce que oui, j'ai une chaîne Twitch depuis 2 ans déjà, certains d'entre vous découvrent encore, donc voilà, je le redis, je suis sur Twitch. Donc venez, on est déjà plus de 4000 là-bas. On a déballé ce petit bijou, le sabre laser, fantasme absolu de tout geek qui se respecte, et malheureusement une absurdité physique sur tellement de niveaux. Mais est-ce que c'est vraiment impossible à faire? Le sabre laser est présenté pour la première fois en 1977 dans la Guerre des Étoiles comme l'arme noble d'une époque civilisée. On verra plus tard qu'elle servira également à découper des portes blindées, tailler le gras du cul de bestioles impies, mais surtout à se découper des bouts de steak entre personnes dont la vie diverge. Et vous savez
savez ce qu'on dit. Mais à part ça, dans les films, on n'en sait pas vraiment beaucoup plus. On évoque juste le fait que les Jedi fabriquent eux-mêmes leurs propres sabres. Mais comment ça peut fonctionner en vrai? Alors déjà, il faut que ce soit simple. Contrairement à Tony Stark, les Jedi sont globalement des clodos, c'est pas des génies. Et même si la technologie de pointe leur est accessible, ils sont censés pouvoir fabriquer leurs propres sabres relativement facilement. Tout comme on peut très bien chez nous déjà acheter des microprocesseurs déjà tout faits, ou des lasers fonctionnels, on n'est pas obligé de tout créer à partir de zéro. Mais il faut que ça reste simple. Donc exit par défaut la mini-centrale à fusion ultra miniaturisée ou ce genre de choses. Dans l'univers étendu, les jeux vidéo, les jeux de rôle, on a plein d'exemples, d'explications supplémentaires, de schémas des sabres laser. Et c'est globalement très simple, et avec beaucoup de ta gueule, c'est la force. La force? Oui, la force. Oui, c'est ce que je viens de dire. Et il va donc falloir trouver une explication qui correspond à tout ça. On a donc une batterie, des cristaux, les fameux cristaux Kyber, différents réglages et un champ d'énergie. Et effectivement, ça ressemble un petit peu à un laser de chez nous. Sauf que, déjà chez nous, il y a une mauvaise traduction. De lightsaber, sabre lumière ou sabre lumineux, on est passé à sabre laser. Ça produit de la lumière, mais on va arrêter de vouloir en faire un laser à tout prix. Mais admettons, dans un premier temps, que ce soit réellement un laser. En théorie, c'est bon. Un laser, on sait faire assez facilement. On a de l'énergie, un cristal, un flux dirigé. Ça ressemble vraiment à des trucs qu'on connaît. Vidéo complète sur les lasers ici, si vous voulez en savoir plus. Et en plus, il y a Valentine dedans. T'appuies sur le bouton et la lumière sort et bim, tu t'improvises distributeur de salami. Le laser, on a déjà vu, donc c'est ultra précis, ultra énergétique et on s'en sert dans plein de domaines, de la chirurgie de précision à la découpe de bourrins pour tailler des bons gros tocs de métal. Donc pour éventrer une lourde blindée comme Qui-Gon Jinn, pourquoi pas. Et sauf que, problème déjà, un laser, ça se voit pas. Enfin, si, mais non. La lumière ne se voit que si elle est diffusée par de la poussière ou de la fumée par exemple. Mais dans l'air pur, aucune raison de la voir. Le seul moyen de voir un laser, c'est là où il touche. Donc soit sur une paroi qui va donc refléter et diffuser la lumière, soit en direct, en plein impact dans les soucoupes. Donc tu le vois, mais c'est la dernière chose que tu vois. Dans les concerts, quand on voit des lasers dans tous les sens, c'est parce qu'il y a de la fumée pour dévier les photons dans tous les sens. Or là, la lame, on la voit bien. Je te vois. Ensuite, un laser, ça s'arrête pas. Il faudrait donc un système avec un miroir au bout qui renverrait la lumière dans l'autre sens. Ce qui, à mon avis, bousillerait à la fois le miroir par l'énergie et le système qui émet la lumière. Parce que la lumière, c'est de l'énergie. Et ça va donc finir par chauffer le sabre lui-même qui sera impossible à tenir. Et puis alors, le petit système avec le miroir au bout, ça serait quand même très vilain, extrêmement fragile. Et puis comment il serait maintenu? On voit bien que de toute façon, ces lames n'ont pas ce système-là. Sans compter que la lumière, si elle peut être réfléchie et passer à travers elle-même en retour, elle serait pas bloquée par d'autres sabres laser. Ça passerait à travers et surtout, on va y revenir, le problème de l'énergie. Donc, exit cette idée de merde, on la range dans la catégorie des trucs que l'humain n'aurait jamais dû imaginer, comme les hologrammes dans les films, ou les vidéos de Bian. Non, c'est caca comme idée, compliqué, complexe, idiot, fragile. Il faut revenir à plus simple. Déjà, on n'oublie pas l'essentiel, c'est une arme. Donc comme toujours, le but premier est la recherche de simplicité et d'efficacité, avec un maximum d'avantages tant à la création qu'à l'utilisation, et avec un minimum de problèmes au risque de se faire rectifier l'excès de confiance par un adversaire bien mieux préparé. On va pas juste faire un truc brillant et lumineux qui peut nous desservir juste parce que c'est cool. Il faut que les avantages soient supérieurs aux inconvénients, comme par exemple les vidéos de 12 parsec. Ok, le physique est disgracieux, l'écriture laborieuse, la réalisation dite de Rian Johnson, mais... Bon, ok, mauvais exemple. Donc, un sabre n'est pas déconnant. On l'a vu dans notre histoire humaine, ce type d'arme s'est rapidement imposé un peu partout, sous plein de formes différentes. Donc, ça fait sens. Donc, par exemple, on pourrait peut-être lui donner une vraie lame physique dans un matériau qu'on veut. Peu importe, du moment que c'est léger et solide. Et ensuite, histoire de lui donner une efficacité contre des armures, des boucliers, ou la grosse tête encombrante d'un opposant politique, on la chauffe, pourquoi pas. Elle va donc, naturellement, se mettre à briller. Ah oui, petite parenthèse. Le fait que le sabre soit aussi lumineux dépend fortement de la caméra. Ouais, parce que Star Wars, c'est des films en fait. Et vous voyez bien que quand vous filmez une lumière, le rendu n'est jamais le même que quand vous voyez cette lumière dans la réalité. Rien que là, le rendu de mon sabre est très différent, en vrai, par rapport à ce que vous voyez au final. Question de plage dynamique de l'œil différente de celle de la caméra, qui restitue moins de nuances dans les hautes lumières notamment. Je vous mets en lien une vidéo de Dudu qui en parle plus en détail. Il est donc possible que nous ayons une vision déformée de ce qu'est réellement une lame lumineuse et qu'on la voit beaucoup plus brillante que ne les voient les Jedi. Et s'il faut, c'est juste une lame normale qui brille un petit peu pour X raisons et qui sature la péloche. Voilà, ça c'est pour le petit point technique par rapport à l'image qu'on s'en fait. Bref, on se retrouve plus ou moins avec une sorte de grosse résistance de grille-pain, une lame qui chauffe et qui atteint un tel niveau que ça peut découper de la bidoche et ou des portes blindées. L'avantage, c'est qu'on retrouve assez bien le côté physique qui s'entrechoque. Et ça peut, dans certaines conditions, vraiment découper des trucs. Si, les mecs de chez Hacksmith Industries l'ont fait. En vrai.
Lien en description bien entendu. Avec une lame tungstène titane et une énorme batterie pour alimenter tout ça. Et ça ressemble exactement au proto-sabre de l'univers Star Wars. Ça coupe des trucs, ça brille, ça s'entrechoque, c'est ultra dangereux à manipuler, donc parfait pour plier les mécréants à ta vision des choses par coercition. Et c'est relativement simple à fabriquer et les avantages semblent supérieurs aux inconvénients. Par contre, petit souci avec ce système, la lame n'est pas rétractable. C'est un sabre normal quoi, et puis on appuie sur un bouton pour la faire chauffer. Mais là aussi, la technologie pourrait nous offrir une solution. On pourrait très bien imaginer un système de nanoparticules qui viendrait s'agencer pour former la lame. On l'a vu dans cet épisode justement, il faudrait maintenir toute la matière à l'intérieur du sabre et le déployer en cas de besoin. Nanotechnologie, ça vous plaît? C'est pas forcément ni simple, ni efficace, ni très rapide en cas de besoin, mais pourquoi pas? Si ça marche. Ah d'accord, tu te moques de moi. Y a pas de blague, y a pas de blague, y a pas de blague. Non, si ça marche, pourquoi pas? Ça peut être une solution très cool. Encore une fois, l'utilité doit primer sur le style. Après, l'intérêt d'un système complexe pour rentrer la lame, je sais pas. Par contre, la lame, repliée ou pas, autant elle peut chauffer très vite, autant pour la refroidir, ça va pas être aussi simple. Et si tu la ranges dans ta poche de suite après, il y a de fortes chances pour que ton cul se mette à voir la lumière du jour. Nous sommes les ambassadeurs du chancelier. Et autre souci, ça va grave te chauffer la couenne quand tu t'en sers. Oui, parce qu'on l'a vu dans l'épisode sur les LED, avec les nouvelles ampoules, on va directement générer un photon, ce qui va créer de la lumière et très peu de chaleur. Comme là, je peux le toucher, c'est pas chaud, je me brûle pas. Donc, par contre, c'est vrai que je peux rien couper, quoi. Assistante? Non, toujours pas. Mais dans les films, la lumière est émise par le rayonnement d'un objet très chaud, comme les anciennes ampoules à incandescence qui chauffaient énormément. Comme un radiateur, quoi, mais en ultra vénère. Puisque c'est le principe même du merdier, coupé par la chaleur. Transformer un état de la matière, réarranger les molécules pour pouvoir passer à travers. Tiens ton sabre de manière ultra stylée comme le fait Qui-Gon une demi-seconde et tu ressors avec la couleur de Trump. Donc ouais, mais pas forcément avantageux. Autre possibilité pas totalement déconnante, une lame de plasma, contenue dans un champ magnétique. Le plasma, c'est le quatrième état de la matière, après solide, liquide et gazeux. Et c'est 99,9% de toute la matière de l'univers. Les néons, c'est du plasma, les éclairs et surtout les étoiles, c'est du plasma. Mais alors attention, il est important de garder en tête la chronologie globale des inventions. Souvent, on fait une découverte qui semble anodine et ensuite, on détourne l'usage pour en faire quelque chose d'autre. C'est parce que les ordinateurs ont été inventés qu'on a pu s'en servir pour créer des images 3D par exemple. On s'est pas dit, tiens, on a un truc qui fonctionne, les caméras, mais il faudrait inventer une sorte de machine qui reproduirait de manière débilement complexe un truc ultra simple de base. Ça marche pas comme ça. Bien entendu, dans l'industrie de pointe, on peut faire l'inverse. Mais ça reste pour des usages bien spécifiques et pour l'amélioration d'un truc déjà existant. Et c'est souvent une vieille solution détournée et adaptée qui est utilisée. Ici, c'est un peu la même. Les mecs se sont pas dit « on va faire des sabres qui coupent tout, apprenons à maîtriser le plasma ». Il y avait une infinité de trucs vers lesquels ils auraient naturellement tendu pour arriver à ça. Par contre, il n'est pas aberrant de penser qu'après avoir observé un jet de plasma, par exemple, ils aient détourné cet usage pour en faire des sabres. Problème. Si on pose un solide sur la table, sa structure va lui permettre de rester dans cette même position et dans cette même forme. Et les électrons qui composent les atomes vont interdire qu'on passe à travers. Nos électrons, et ceux en surface de notre peau, vont se repousser, comme des aimants. Deux pôles identiques se repoussent, c'est pour ça qu'en vrai, on se touche jamais vraiment. Là, on se touche pas. Non, exactement. Ok. Cool. Mais si on pose un liquide, sa structure, elle, ne va plus rien maintenir en place, et ça va couler. Il faut un récipient, ou une pierre incandescente, pour pas en foutre partout. On va pas non plus pouvoir passer à travers, par contre, les électrons, tout ça. Mais on va pouvoir pousser les atomes qui vont venir se réarranger autour de nos doigts. Et pareil pour un gaz, on passe pas à travers les atomes d'air, on pousse les atomes qui vont, eux, s'adapter et se propager dans toutes les directions. On en a parlé dans l'épisode sur la F1 avec l'aérodynamisme. Mais avec le plasma, c'est encore pire. Là, les électrons se sont carrément barrés de leurs atomes. Ils se baladent librement dans une soupe d'éléments. Donc, totalement impossible de les maintenir dans une forme précise. On est très très loin d'un truc solide qui va se comporter comme une lame. Il va donc falloir créer un champ magnétique ultra puissant pour maintenir tout ça en place. Et ça, on sait faire, on a des exemples dans des centrales à fusion comme ITER, ou tout bêtement dans les IRM qu'on a vu dans cette vidéo. Mais qui dit champ magnétique dit que le truc va se coller à n'importe quelle partie métallique, ou à l'inverse être repoussé. On le voit avec les IRM, vous y allez pas avec vos bijoux, parce que sinon justement ils vont être collés. Et le problème ne viendrait donc même pas de la chaleur absolument stupide que ça dégagerait et qui cramerait ainsi le Jedi, mais de la force de Superman qu'il faudrait pour arriver à maintenir ça à quelques mètres d'une porte en métal. Sans compter encore et toujours l'énergie qu'il faudrait pour alimenter à la fois un plasma et un aimant de cette puissance-là. Bien. Faut se poser 2 secondes, on va repartir de plus simple. Les lames brillent, découpent, s'entrechoquent et sont rétractables.
Les gars de chez Hacksmith Industries ont créé une lame qui répond à tous ces critères, mais ne se rétracte pas, et une qui ne s'entrechoque pas, et donc on ne peut pas utiliser pour se battre. Il va donc falloir se pencher sur le cœur de ces bijoux, et les fameux cristaux Kyber, qui nous offrent peut-être la solution. Pour maintenir ce genre de protubérance sur la longueur, il faut beaucoup d'énergie. Gotabor a estimé dans sa vidéo une énergie de l'ordre de 10 MW pour faire fondre la lourde. Ça fait déjà la puissance d'un bon aspirateur. Mais nul besoin de cette puissance tout le temps. On a une molette sur le côté pour ajuster la puissance. Et pour tailler le gras du cul, c'est pas nécessaire d'être à fond. Mais il faut quand même une cellule d'énergie. Donc la plus simple on connaît, c'est l'énergie chimique, genre du gaz. Les atomes sont maintenus par des liaisons qu'on va pouvoir casser facilement en apportant un peu d'énergie, ce qui va en produire plus au final. Enfin, qui transforme l'énergie bien entendu. Problème, ça en produit très peu. Il faut donc beaucoup de matières premières. Regardez les fusées, c'est tout le problème. Il y a tout ça nécessaire pour déplacer ça. C'est lourd, encombrant, il faut des grosses bonbonnes de gaz à se transporter sur le dos, et il faut que le sabre soit relié par un câble à ces bonbonnes. Mais on voit jamais les Jedi avec ça sur le dos. Donc, c'est pas ça. Sinon, il y a la fission nucléaire. Ça, on connaît par cœur, on maîtrise, on en a parlé 1000 fois sur la chaîne. Le problème, c'est radioactif, et pour arriver à casser les atomes, il faut une grosse machine de porcasse, des forces de dingue, du blindage, du refroidissement, et ça produit de la chaleur, pas vraiment du plasma à projeter. Sinon, il y a la fusion, encore mieux. On fusionne deux atomes ensemble et bim. Problème, encore une fois, il faut des pressions et des températures dignes du cœur des étoiles pour que ça prenne. Impossible d'arriver à caser ça dans un truc aussi petit. On galère déjà avec l'ITER. Mais il y a un quatrième truc qui pourrait marcher. L'antimatière. Et c'est là où on tient peut-être la solution de la faisabilité de notre sabre laser. Et je parle bien de science là, et pas de science-fiction. Enfin, il y a une base de science. Mais qu'est-ce que c'est l'antimatière? Chaque particule dans l'univers existe dans sa version opposée. Neutrino, antineutrino, électron, anti-électron ou positron, le point Genius, 12 parsec, etc. On sait que ça existe en théorie, l'observation le confirme, et on arrive même à en fabriquer en laboratoire. Problème, ça coûte très très cher. Mais dans l'univers Star Wars, on a peut-être appris à maîtriser ça, et à en produire aussi facilement que les vidéos nulles sur la chaîne d'Orchéo-Fennec. Pour la fission et la fusion nucléaire, le principe est simple. On a une masse de départ, avec un gros noyau qu'on va casser en deux, ou deux petits noyaux qu'on va fusionner, et la masse d'arrivée est inférieure à la masse de départ. Et cette perte de masse, c'est de l'énergie, selon E égale mc2. Mais avec l'antimatière, c'est encore mieux, puisque si vous prenez un électron et un anti-électron, ils vont immédiatement s'annihiler totalement quand ils vont rentrer en contact. C'est-à-dire que 100% de leur masse est transformée en énergie pure. Et du coup, ça fait vraiment beaucoup d'énergie. 1 gramme d'antimatière, selon toujours E égale mc carré, c'est l'équivalent de 90 000 milliards de joules. Nom de Zeus! L'énergie nécessaire à Qui-Gon pour tailler la lourde n'est que de 132 millions de joules. Absolument rien en comparaison. On a donc besoin de quelques microgrammes d'antimatière pour atteindre cette énergie. Et du coup, c'est très facilement transportable. Problème, l'antimatière, ça n'existe pas dans la nature. Et surtout, si vous avez un anti-électron, au moindre contact avec un électron, ils vont s'annihiler et donc créer de l'énergie et potentiellement une explosion, ou simplement de la chaleur et des brûlures et un décès dans d'atroces souffrances. Mais l'antimatière, les scientifiques estiment qu'à l'origine de l'univers, il y en avait presque autant que la matière qui nous compose. Mais que tout s'est annihilé, laissant une infime partie qui est la matière qu'on connaît aujourd'hui. Partant de là, la matière la plus abondante de l'univers étant l'hydrogène, il se pourrait qu'une infime partie de cet anti-hydrogène ait subsisté et se soit concentré en cristal d'hydrogène. Ça, pareil, les scientifiques en ont créé en laboratoire. On n'a bien entendu pas d'indication sur les propriétés physiques réelles des cristaux Kyber, mais ça pourrait être une explication. Mais alors, pourquoi ces cristaux subsistent dans un monde rempli d'hydrogène? Au moindre contact avec de l'eau, par exemple, et le truc devrait partir en Hiroshima. C'est là qu'intervient la force. La force? Oui, la force. Les midi-chloriens ont des flux d'énergie qui pourraient maintenir une sorte de champ autour des cristaux. Des champs magnétiques comme on confine le plasma à l'intérieur d'ITER, les empêchant ainsi de rentrer en contact avec le reste de la matière. Aussi, seul un Jedi pourrait les manipuler et pouvoir créer des sabres laser avec. D'après le lore de Star Wars, ces cristaux sont sensibles à la personnalité qui les manipule et qui les contrôle, générant ainsi différents types de couleurs de lame. Souvent, l'explication vient du mélange de différents gaz, comme dans les feux d'artifice, mais les couleurs, c'est différents niveaux d'énergie de lumière. Le Jedi pourrait donc, via sa force et sa sensibilité, mettre plus ou moins d'énergie et donc générer des couleurs différentes. On a donc notre cellule d'énergie, potentiellement un cristal d'anti-hydrogène, un peu comme le quartz a des propriétés piézoélectriques, il génère de l'électricité sous contrainte. Il pourrait, par simple stimulation, envoyer quelques petites antiparticules en contact à la sortie du sabre, avec n'importe quelle particule de notre univers, de l'air, etc., générant ainsi un flux de plasma. On garde le côté simple de la construction, on a l'équivalent d'une centrale nucléaire en termes de puissance calée au fond de notre pomme, et un cristal de quelques grammes pourrait alimenter la vie entière d'un sabre. Mais on a dit qu'on allait se cramer la gueule.
Bah oui et non, encore une fois, on l'a vu dans cet épisode, température et chaleur n'étaient pas du tout la même chose. Allez voir l'épisode si ça vous plaît, hein, les recommandations YouTube ne sont pas dingues, l'ont pas bien mis en avant. Et ouais, je vais vous faire une vidéo sur les stats YouTube pour vous expliquer vraiment comment ça fonctionne. Donc oui, effectivement, on va pouvoir sortir beaucoup d'énergie qui va faire briller la lame. Lumière qui va donc être intensifiée par la caméra. Donc s'il faut, c'est juste un truc qui brille un petit peu, mais qu'on va voir beaucoup plus brillant à l'écran. Mais qui va finalement générer assez peu de chaleur, puisque ce sont quelques petites quantités d'énergie qui vont être expulsées à chaque fois. Donc ils vont rapidement entrer en résistance avec l'air, qui va servir d'isolant. Un néon, par exemple, est un plasma, mais comme sa densité est très faible, elle diffuse très peu de chaleur. Et pour le côté lame qui s'entrechoque, si on arrive à diriger les électrons, et pour le côté lame qui s'entrechoque, si on arrive à diriger les électrons et à les structurer en périphérie du plasma, maintenu entre la pression de l'air et la chaleur du plasma, ou alors on arrive à créer des molécules de lumière. Ça aussi, on l'a créé en laboratoire, on sait faire. On a donc nos cristaux Kyber d'antimatière isolés du monde extérieur par la force, stimulés par une cellule d'énergie qui vont expulser quelques petites particules à travers le champ magnétique du sabre, entrer en contact avec l'air, créant un plasma, et en combinant les photons en molécules très énergétiques mais très peu denses, beaucoup de température mais peu de chaleur, et les électrons qui s'agrègent autour donnant ce bruit caractéristique. On a résolu nos problèmes, on a une source d'énergie gigantesque, cohérente et avec un peu de magie de la force réaliste. On a notre source de lumière probablement beaucoup plus intense à l'écran qu'en vrai, un plasma réglable suffisamment puissant pour découper tous les milieux sans cramer le gus qui tient le sabre, et une lame de longueur finie comme avec un jet de gaz par exemple, et avec une frontière photonique infranchissable, parce que ta gueule. Tada! Ouais, enfin, le plus gros problème, c'est quand même d'arriver à se battre avec, c'est pas pratique, là, il y a un truc qui ressort, c'est pas ergonomique, regarde, là, déjà, là, j'ai mal, ça fait mal aux cuillères, regarde tes cuillères, c'est n'importe quoi. Franchement, comment tu veux te battre avec ça? Regarde, là, ça fait mal, c'est pointu, là! Mais qui a designé ça? Aucun armurier dans la vraie vie aurait l'audace de faire ça! Non, tiens, c'est nul, c'est nul. Il y aurait encore tellement de notions fondamentales à explorer, chaque élément pouvant faire l'objet d'une vidéo à part entière, mais voilà, sans être totalement réaliste, le sabre laser, l'invention la plus cool du cinéma, fait appel à plein de notions physiques loin d'être déconnantes, des concepts qu'on utilise tous les jours, et ça permet, c'est tout le but de ces vidéos science-cinéma, de justement expliquer un peu les aspects bien plus concrets de notre monde, à travers un exemple parmi les trucs les plus cool que l'imagination humaine a pu inventer. J'espère que vous avez pu apprendre des trucs, merci encore à N-Saber de nous avoir accompagnés dans cette vidéo, je vous mets les liens des copains en description, où ils vous donneront encore bien plus d'autres explications. Parce que n'oubliez pas que le Jedi est partout.